Je m'y attendais pas du tout et je pensais être la dernière personne à dire ça, mais putain que Bella Ciao m'a manqué. La Casa de Papel, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à mieux indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Malheureusement, pour faire cette critique de la Casa de Papel, je suis obligé de spoiler la première et deuxième saison. Donc pour les gens qui hésitent à regarder cette série, j'ai fait une critique de la saison 1 et 2 sans spoiler. Si vous hésitez, tapez juste dans la barre de recherche Reg et les Gorillas, Casa de Papel et regardez la critique. Juste avant de commencer vraiment la critique, j'aimerais juste vous dire que c'est la dernière vidéo avant mi-septembre à peu près. Je suis en vacances pendant un petit moment et ensuite il faut que je trouve un appart pour Erasmus. Du coup je vais être en Pologne, à Cracovie pendant encore un bon moment, j'aurai pas mon matos. Donc tous les films et séries qui sortent dans cet intervalle là, il n'y aura pas de critique. Peut-être quand je reviens, genre Mindhunter, je vais sûrement le faire, Once Upon a Time in Hollywood, pareil, mais sinon malheureusement il n'y aura pas de critique. Si vous voulez me suivre un peu et avoir des nouvelles de moi, suivez-moi sur Instagram principalement, c'est là que je vais vraiment poster des photos de mon voyage et vous aurez un peu des nouvelles pour ceux que ça intéresse. Et pareil pour Twitter, si vous voulez parler cinéma, série, vous pouvez me suivre là-bas. J'aurais aimé faire plus de vidéos, mais si vous voulez vraiment savoir pourquoi je ne peux pas, allez voir ma vidéo annonce importante et bilan, vous comprendrez pourquoi. La Casa de Papel saison 3 suit les événements du braquage victorieux de la dernière saison, après lequel tous les protagonistes se sont réfugiés sur des îles désertes, dans des endroits paradisiaques, dans des villes remplies de monde, bref, ils sont tous tranquilles et paisibles avec plein d'argent, sauf que Rio va se faire kidnapper et donc pour le récupérer, il faudra faire la chose qu'ils savent faire le mieux, un braquage. J'étais parmi ces gens qui avaient regardé la première saison sur Netflix, ensuite je m'étais enchaîné les épisodes version espagnole. En fait, il y avait un truc que Netflix avait fait, c'est que les versions espagnoles, les épisodes duraient tous 1 heure, 1 heure et quart, il y en avait beaucoup moins. Et Netflix avait découpé les épisodes pour faire des épisodes de 45 minutes, comme ça c'est beaucoup plus digeste. Et c'est le cas, la version Netflix est à mes yeux beaucoup plus digeste en tant que série. Mais la première saison du coup Netflix, j'avais plutôt énormément apprécié, j'ai envie de dire, en fait j'ai adoré. Mais la saison 2 m'avait un peu laissé sur ma faim, je trouvais que c'était un peu trop long et ça allait un peu dans tous les sens, c'était un peu dommage. Mais la saison 1, j'ai vraiment adoré, et là la saison 3, je voyais pas vraiment l'intérêt parce que pour moi ça c'est fini, mais ils ont vraiment bien corrigé tout ça, ils ont vraiment donné de bonnes raisons de reprendre la Casa de Papel, et pour le coup je suis grave content parce que on ne dirait pas une suite qui est faite pour avoir une suite, alors que ça l'est parce que pour la chaîne espagnole c'était fini, mais Netflix a renouvelé la série, et dès le premier épisode tu te dis ouais, franchement ça se tient, c'est logique pourquoi il fallait une troisième saison. Enfin il fallait pas, mais la logique qui amène à la saison 3 est bien amenée. Donc déjà, dès qu'ils avaient balayé ma plus grosse crainte, le fait de faire une saison de plus pour profiter du phénomène Casa de Papel, parce que c'est sûrement le plus grand phénomène non anglophone de la part de Netflix, c'est d'ailleurs leur série non anglophone la plus regardée au monde, et en tout cas je comprends totalement pourquoi. Déjà le concept je le comprends totalement, c'est un braquage, il y a des personnages en haut couleur, ça donne envie de vraiment suivre la série, il y a des cliffhangers à quasiment tous les épisodes, c'est une série extrêmement addictive. Pour moi, et je le redis à chaque fois que je regarde la Casa de Papel, c'est le Lost de sa génération niveau addiction. J'ai jamais été aussi accro à une série que depuis Lost. Lost, j'avais tout regardé, genre les 6 saisons ou les 5, je sais plus combien il y en a, en 2 semaines, et là, pareil Casa de Papel, je me suis injecté ça directement dans mes veines. Vraiment, c'est une série qui est extrêmement addictive, et juste pour ça, c'est le carton est complètement assumé. Une série comme ça, je me rappelle l'année dernière, tout le monde la regardait, mais c'était un carton. Même des gens qui regardaient jamais des séries avaient entamé la Casa de Papel, et l'avaient fini et avaient apprécié. Est-ce qu'elle est un peu surcotée ? Je sais pas trop, au niveau popularité peut-être, parce qu'il faudrait qu'en théorie, dans l'opinion populaire, que la meilleure série soit la plus populaire, ok. Mais sinon, la popularité est méritée parce que c'est un concept qui marche bien. Et c'est un concept qui attire, et c'est une bonne série quoi. C'est pas une série qui fait à l'arrache, c'est pas une série qui est mal écrite, c'est pas une série qui a des personnages de merde, c'est une bonne série en tout cas. Et le truc que les gens aiment pas à propos de la Casa de Papel, c'est que c'est trop sensationnel. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça sacrifie des éléments scénaristiques, de logique. Il y a énormément de facilité scénaristique, on en parlera en spoiler bien évidemment, mais ça sacrifie de la cohérence, de la logique pour le sensationnel. Et de base, si toi t'es le genre de mec à faire ah ouais non mais ça c'est pas cohérent, c'est pas logique, forcément tu ne vas pas aimer la Casa de Papel. La Casa de Papel, ça cherche toujours à te surprendre sur les cliffhangers, ça cherche toujours à te faire plaisir, à te faire stresser, même si c'est pas logique dans le plan du personnage ou dans la logique humaine à certains moments. Il faut prendre la série pour ce que c'est, c'est-à-dire des montagnes russes plus qu'une série cohérente, logique, bien pensée. Alors oui, le plan du professeur, encore une fois, pour conquérir et braquer la Banque d'Espagne est logique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il le présente de manière logique scénaristiquement en disant que oui, ça on peut le faire, ça on peut pas, oui, ils vont faire ça, puis ils vont faire ça, etc. Mais en vrai, ça marcherait jamais, on est d'accord là-dessus. Et il y a plein de gens qui arrivent pas à se sortir cette idée de leur tête, cette débilité du scénario dans le sens où dans la vraie vie ça marcherait pas. C'est pas le but, ça reste de la fiction, et je peux comprendre que ça dérange des gens, mais moi, les sensations fortes, j'aime bien dans ce genre de série. Et c'est la force de la série, c'est vraiment ces sensations fortes mêlées à ces personnages qui sont extrêmement humains. Vraiment, ça fait super longtemps que j'avais pas autant aimé des personnages à la fois
fin j'étais en mode Viva la Révolution. J'étais vraiment à fond quoi, je pourrais mourir pour ces personnages, bon quand même pas, mais pas loin. Je les aime énormément, que ce soit de Denver à Nairobi à Tokyo. Non, Tokyo c'est une connasse, j'ai rien dit. Vous comprenez qu'à la fin en fait on s'attache vraiment à cette famille parce que tu suis le plan du professeur, le professeur t'apprend son propre plan. Tout ça pour dire que tu fais partie du gang, tu fais partie de la famille du braquage et c'est ça qui est addictif. C'est les motivations des personnages, c'est leur passé qui marche un peu en mode flashback comme dans Lost. Tu vas voir le braquage en premier plan et les flashbacks derrière et encore des flashbacks qui vont encore plus loin cette fois-ci. Bref, tu vas vraiment voir tout ce qui fait plaisir dans cette série comme t'aimais dans Lost. Sauf que Lost c'est parti dans le fantastique, vraiment fantastique avec des choses irréelles. Là ça reste ancré dans une certaine réalité. Mais les personnages c'est pour moi le gros coup de cœur de la série, c'est leur évolution, ils ont tous une vraie évolution dans cette série. Enfin, pas tous, on en parlera en spoiler, mais la grande majorité, et t'y crois, et à la fin, quand ça finit, bah tu ressens des choses, et t'es content pour les personnages, et ça qui est dingue, c'est que des fois dans des séries, t'es rarement content pour des personnages, des fois t'es triste pour eux, des fois t'es étonné par des personnages, mais t'es rarement vraiment content pour des personnages, genre vraiment limite de la fierté pour des personnages, et ça je trouve que la série le fait très très bien. Et pareil, c'est une série qui a cette fois-ci 8 épisodes, beaucoup moins que les 2 premières saisons, et c'est 45 minutes. Je sais pas combien d'entre vous ont fini la saison le premier jour, moi aussi je l'aurais fait si j'avais pas autre chose à faire ce jour-là, j'aurais tout gobé en une seule journée, c'est évident. Et c'est dingue parce que tu peux te regarder 6 heures de série, tu regardes un énorme film et c'est extrêmement addictif et tu finis tout d'un coup. Donc niveau rythme, tu t'ennuies jamais parce que t'as pas le temps de t'ennuyer, il y a vraiment que 8 épisodes et c'est pas beaucoup. Contrairement à la seconde saison de La Casa de Papel qui moi m'avait beaucoup ennuyé, celle-ci bah le rythme il est excellent je trouve. Je me suis jamais ennuyé, je me suis jamais dit putain bah ça sert à rien ça. C'est toujours du développement de personnage, c'est toujours des scènes qui font avancer l'intrigue, c'est des scènes qui mettent en place la 4ème saison qui sera je pense spectaculaire, on en parlera en spoiler. Et voilà, à la fin de la saison j'étais grave content et je trouve que la série avait vraiment réussi quelque chose. Et pareil, tu vois, la musique, ils ont vraiment beaucoup changé, il y a plus de rock dans cette saison-là, je trouve que ça marche très très bien. Il y a un peu de punk et d'électro, c'est très efficace. Les acteurs, même si c'est difficile de juger parce que je parle pas espagnol et j'ai vu la série en VO, les acteurs ont l'air très convaincants en tout cas, mais tu sais jamais s'ils prononcent des mots comme il faut ou pas. Vu que je parle pas espagnol, je sais pas s'il y en a qui surjouent niveau vocabulaire, qui surjouent dans l'intonation, je m'en rends pas compte. Mais au niveau du visage, au niveau de l'expression, au niveau des scènes dans lesquelles ils devaient jouer, je trouve ça plutôt bien. Et c'est l'attachement que tu crées aussi, c'est par rapport au jeu d'acteur. Il y en a qui sont un peu raides niveau personnalité, je pense à Bogota par exemple, mais ça colle plutôt bien son personnage et j'ai trouvé plutôt attachant. Évidemment, on va reparler de tous les personnages en spoiler. Ensuite, la série n'a pas vraiment d'idée de mise en scène, c'est filmé de manière assez banale, ça on est d'accord là-dessus. Il y a aucun moment où je me suis dit oh putain le génie de mise en scène, c'est faux, ça a aucun moment dans la série. C'est efficace, ça convie bien le message que ça doit convier et c'est cool. C'est filmé de manière dynamique, tu t'ennuies jamais parce que la caméra est rarement stable pour le coup. Genre ça bouge tout le temps à droite à gauche et il y a des transitions sur des flashbacks et les transitions sont vraiment bien réussies. Les transitions du passé au présent sont cool et vice versa, c'est vraiment bien foutu quoi. C'est facile et tout le monde pourrait le faire de transition comme ça, c'est le genre de transition où quelqu'un arrive en face de la caméra et le plan qui vient après c'est le passé, c'est un flashback, enfin c'est facile, c'est évident, mais c'est efficace encore une fois. Je suis content parce qu'ils ont gardé le générique que j'aimais beaucoup dans la première saison, c'est un générique que je passe jamais, j'aime beaucoup la chanson. Ils ont plus joué sur la case du féminisme et je suis content parce qu'il y a des trucs un peu forcés, c'est-à-dire que l'inspectrice qui s'occupe vraiment d'empêcher les nouveaux braqueurs de s'occuper de la Banque d'Espagne, ils ont pas de nom d'ailleurs, c'est juste les braqueurs, c'est les Salvador Dali à la limite. L'inspectrice qui s'occupe de ça, elle est giga enceinte, mais elle doit être à 8 mois et demi quoi, je pense pas que tu peux travailler dans ce genre de conditions, et en tout cas tu devrais pas travailler dans un travail aussi stressant, même si elle n'a jamais l'air stressée, c'est peut-être pour ça qu'ils ont joué là-dessus. Ça force un peu je trouve de ce point de vue là, parce qu'ils auraient dû la faire enceinte, mais peut-être un peu moins, genre quelques mois, parce que là elle est vraiment énorme, donc ça force un peu sur ce point de vue là, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et Nairobi, à chaque fois qu'il y a un mec qui fait une remarque macho, il a envie de tarter des gueules, et j'aime beaucoup ça parce qu'elle est très drôle. Nairobi elle a vraiment du caractère, elle est folle, et l'aspect féministe qui ressort d'elle est très sauvage et approprié en fait. C'est pas comme dans Men in Black où d'un coup t'as la Tessa Thompson qui fait pourquoi c'est pas les women in black. Non, ça c'est nul à chier comme féminisme. Là, quand un mec fait une remarque macho, Nairobi veut lui péter la gueule et ça me semble logique. Moi, s'il y a quelqu'un qui me ferait une remarque sexiste, j'aurais envie de mal lui parler, tu vois, c'est logique. Donc elle se défend bien et c'est pas forcé quoi. C'est juste qu'au fait, c'est des vieux mecs de 50 ans qui ont peut-être pas grandi avec les mêmes leçons de vie et qui font des remarques sexistes de temps en temps. Ça arrive pas souvent, ça doit arriver 2 fois, je crois, 3 maximum, mais à chaque fois, ça semble logique, tu vois. À chaque fois, dans l'esprit du mec, tu dis oui, c'est un truc qu'il aurait pu dire quoi. Il y a un moment, t'as Nairobi, elle porte une tenue moulante, toute mouillée, et t'as Bogota qui dit genre t'as un bon boule avec, tu vois. C'est le genre de truc. Ça me surprend pas qu'ils disent un truc comme ça. Mais c'est bien géré, je trouve, c'est pas forcé, et moi j'ai trouvé ça plutôt réussi en tout cas. Franchement, j'en ai vu des films où le féminisme était forcé cette année, et c'est loin d'être le pire à La Casa de Papel. C'est même plutôt bien, je trouve. Ils sont allés à fond sur le côté résistance du truc, genre vraiment le peuple est avec les Dali, je sais pas comment on les appelle
Papel, putain. Ça montre bien que le peuple en a marre de l'État, ça fait vraiment manifestation, ça fait vraiment révolte limite. Et ça marche plutôt bien, je trouve. Il y a un moment, ils disent qu'il y a 1 million de personnes devant la Banque d'Espagne, et quand tu vois un plan, t'as l'impression qu'ils sont juste 25, mais bon, c'est pas grave. Il y a aucun plan large pour te montrer qu'ils sont vraiment 1 million devant la Banque d'Espagne, c'est ça qui est dommage. Et vu que ça se passe sur plusieurs jours, tu sais jamais s'il y a des gens qui sont partis, revenus. Ils auraient pu établir le côté médiatique un peu plus efficacement, je trouve. Mais sinon, c'est vrai que le côté résistance, le côté coup d'état, il était beaucoup plus intelligemment amené que dans les premières saisons. Dans les premières saisons, ils avaient jamais osé aller au bout des choses, et là, ils y vont, et je suis grave content. Là, ça porte ses couilles de ce point de vue-là, et c'est très cool. Et il y a tout un épisode que je trouvais très intéressant par rapport à la sexualité des personnages, que je trouvais vraiment bien amené. Il y a un épisode où vraiment le plan est raconté via une scène de cul, et j'ai trouvé ça génial, parce que c'était une scène de cul qui avait vraiment beaucoup d'importance. En plus de ça, c'était vraiment bien rythmé, il y avait un vrai rythme, et de la scène de cul, genre de la respiration des gens, de ce qui se passait comme scène d'action à ce moment même, et en plus de ça, le plan qui était raconté par-dessus. Enfin, j'ai trouvé que c'était une scène géniale, et donc ça joue un peu plus sur la sexualité des personnages, sur les relations, sur vraiment ce qu'ils ressentent, et même sexuellement en fait. Et je trouve ça très bien. Il y a un truc musicalement qui m'a vraiment étonné, c'est dans l'épisode 7 et même dans le 8 un peu. Il y a une course-poursuite à un certain moment en voiture, et la musique de cette course-poursuite là, je vous jure, c'est la même que Mad Max Fury Road, Brothers in Arms, c'est exactement la même. Je vais pas mettre d'extrait parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser, mais écoutez Brothers in Arms et la course-poursuite de l'épisode 7, vous allez voir, c'est la même chose. Ils se sont clairement inspirés de ça. Il y a un truc que je comprends toujours pas, c'est pourquoi est-ce que Tokyo fait la narration, genre Tokyo c'est même pas le personnage principal au final, elle est là, on l'aime beaucoup des fois, on la déteste d'autres fois, c'est évident, mais c'est elle qui fait la narration de la série de temps en temps, et je sais pas pourquoi c'est elle et comment ça marche, mais c'est elle, et c'est comme ça. Ça me fait marrer tellement c'est bizarre pour le coup, je sais pas d'où ça sort, mais bon. Donc avant de passer en spoiler, La Casa de Papel saison 3, c'est une série qui a énormément mûri, et cette saison prouve vraiment que c'est une série qui a de l'avenir, et qui mérite d'avoir de l'avenir. Tout est mieux, je trouve, je sais pas si je préfère la saison 1, parce que la saison 1, vraiment, j'étais trop accro, j'avais tout regardé en une seule journée, mais j'avoue que là, j'aurais fait la même chose si je pouvais. En tout cas, c'est à mes yeux mieux que la saison 2, et ça c'est très bien, et c'est une excellente série de télé si vous aimez ce genre de truc. Si vous pouvez moins faire attention aux problèmes de scénario, à la cohérence, et plus vous laisser aller dans le gratuit, ça va être très bien. Les acteurs sont géniaux, les personnages sont géniaux, la musique est cool, vraiment, c'est à aucun moment tu t'ennuies. Pour moi, c'est une série qui a mûri, et ça c'est génial. Je pensais que ça allait être du vol, je pensais que ça allait être une arnaque, et au final, j'ai passé un excellent moment devant La Casa de Papel saison 3. Donc je ne peux que vous conseiller cette 3e saison pour tous ceux qui hésitaient à la commencer. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. J'ai beaucoup aimé la première scène du film où tu vois genre Arturito qui est en mode oui je suis un héros, oui les autres ils ont une vie de merde, ils se cachent, et là tu vois tout le monde aux Bahamas et tout le monde ils ont une vie géniale. Ça montrait bien vraiment le fait qu'Arturito c'est une grosse merde, ce mec il sert à rien du tout. À un moment il essaie même de pécho la meuf de Denver, Stockholm sans raison. Le mec il avait trompé sa femme, il avait vraiment perdu la garde de ses enfants, il mange que des conserves. C'est un gros bâtard, Arturito, on est d'accord. Et en plus de ça c'est un débile parce que quand on lui demande de choisir le prochain leader après le professeur et Palerme, il dit que c'est Denver qui serait sûrement le moins qualifié pour être un leader, même si Denver a beaucoup évolué depuis la saison 1 et 2, on en parlera juste après. Mais voilà, j'aimais beaucoup le premier épisode qui était plus des rencontres, qui étaient plus vraiment les braqueurs qui vivaient leur vie et qui devaient être rappelés pour sauver Rio. J'aime beaucoup l'excuse qu'ils ont donnée pour sauver Rio. Pourquoi retourner sauver Rio alors que t'as la vie parfaite? C'est qu'ils ont tous échoué à un moment ou un autre durant le braquage, et à chaque fois ils ont été sauvés par le gang. C'est ça qui est important, c'est qu'à chaque erreur le groupe était toujours là pour les soutenir, et c'est pour ça que maintenant à l'erreur de Rio il faut aller le chercher. Donc c'est la camaraderie, aussi une grande force de La Casa de Papel, l'esprit de famille, le fait de jamais abandonner qui que ce soit, c'est un message assez fort mine de rien, et donc le fait de retourner chercher Rio me semble vraiment logique et ça a du sens, et je trouve ça bien. Après il y a pas mal d'idées de mise en scène qui sont plutôt cool, par exemple dans l'épisode 3 quand ils nagent avec les lingots, ils disent que c'est comme flotter dans l'espace, et à ce moment là ils mettent une musique plutôt spatiale que tu pourrais entendre dans un Interstellar par exemple. Je trouve que c'est un bon genre de scène qui marche plutôt bien, ils ont de bonnes idées de temps en temps, juste pas assez pour en parler niveau mise en scène quoi. Il y a quelques petits éclairs de choses sympathiques niveau musical en tout cas. Il y a un truc que j'ai pas compris par rapport au plan du professeur, c'est qu'à un moment ils disent qu'ils ont les secrets de l'Espagne et de l'Union Européenne évidemment, des secrets qui pourraient condamner des personnes très importantes, et ce qui est marrant c'est que du coup l'inspectrice Sierra décide de propager plein de fausses informations aux médias, comme ça les médias allaient faire le tri et croire ou pas certaines informations. Mais si les médias font le tri de toutes les informations, ils vont se dire qu'il y en a qui ont des preuves et qui sont fondées, et d'autres qui sont juste des conneries quoi. Parce que
clairement le professeur a des preuves physiques écrites par l'État, des choses qui étaient négatives et qui ont lieu, des choses qui sont incriminatoires. Donc je comprends pas la logique derrière ça. Oui, on va mettre plein de fausses informations pour les médias, ils vont faire le tri, mais s'ils font le tri, c'est foutu quoi. Non mais c'est vrai, ils sont foutus s'ils font le tri, parce qu'en plus c'est des vrais papiers, des vrais trucs, donc c'est un truc qui m'a un peu dérangé. Moi qui aime bien vraiment la sensation grand 8 et j'ai pas trop pensé au scénario sur plein d'aspects, celui-ci me semblait un peu facile. Alors que c'était censé être le gros truc qui allait empêcher l'armée de rentrer, d'un coup c'est éliminé comme ça quoi, je trouve ça un peu dommage. Par contre, il y a des trucs que j'ai vraiment bien aimé, c'est par exemple la voiture dans la boue. Quand le professeur arrive dans la boue et il perd son antenne, il était pressé, il a pas fait attention, il conduisait, il s'est pris une branche, il a perdu son antenne et il est dans la merde. Enfin, c'est le genre de truc, c'est des facilités scénaristiques qui mettent les personnages principaux dans la merde et c'est plutôt bien. Une facilité scénaristique qui sort tes personnages principaux de la merde, c'est pas ouf. Mais là, qu'ils les mettent dans la merde alors que c'est un truc banal, c'est juste une erreur de la part du professeur, une erreur faite à cause d'un jugement hâtif, ça marche plutôt bien. C'est là que tu vois un peu le côté de la résistance aussi avec ces gens qui viennent l'aider et qui le font sortir de la boue. Le professeur devient vraiment une sorte de figure presque Robin des Bois qui sauve les minorités, qui sauve les gens qui en ont marre du système, et ça sera encore plus établi dans la saison 4. Et quel plaisir de voir les forces spéciales espagnoles forcées de chanter Bella Ciao dans mes veines, direct. Il y a un truc qui m'a fait marrer avant de parler des facilités scénaristiques, c'est Sofia. C'est marrant parce qu'ils ont habillé Sofia en rouge. Voilà, ça m'a fait rigoler, c'est tout. Ils poussent vraiment l'imagerie, l'iconographie de Dali et du rouge à fond. Et c'est devenu culte, mine de rien, c'est que maintenant, porter un truc comme ça et un masque de Dali, même porter le rouge, c'est casser des papels. Alors, pour parler un peu des facilités scénaristiques qui m'ont moi personnellement dérangé, il y en a plein d'autres, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Les dirigeables qui arrivent au-dessus de Madrid sans aucun problème, je pensais vraiment que quelqu'un allait remarquer. Je pensais peut-être que l'armée de l'air ou quelqu'un allait se dire, ouais, il y a des dirigeables qui volent sans autorisation. Il y en a quand même quelques-uns qui volent au-dessus de Madrid et ça fait tiquer personne. Je sais pas si ça a été hacké par les 65 Pakistanais, le coût des 65 Pakistanais qui ont été donnés je sais pas combien de millions d'euros pour hacker, c'est facile, c'est juste pour débarrasser de tous les problèmes liés à la radio, au tracking, à ce genre de trucs quoi. C'est une facilité scénaristique énormissime. C'est juste pour dire voilà, on s'occupe plus de ça parce que ça nous a fait chier dans la saison 1 et 2 quoi. Pareil avec la radio qui a 2300 couches d'écoute, les deux téléphones archaïques que tu mets l'un sur l'autre, c'est assez aberrant je trouve et c'est assez simple, mais c'est le genre de truc qu'il faut assumer et au moins ils assument. Et pareil, le gouverneur qui se fait pousser par Denver et qui se tape la tête et qui a une hémorragie et qui a failli mourir, c'est un classique de comment tuer quelqu'un dans une série. Je le vois dans toutes les séries ça. Oups, je t'ai poussé, tu t'es cogné la tête. Mais tout le monde meurt comme ça dans la série, c'est insupportable. Comment est-ce qu'ils ont hacké le stand des flics? Où est-ce qu'ils ont mis leur micro? Comment ils ont fait? Voilà, c'est un peu facile, encore une fois. D'où est-ce qu'ils ont ramené un sas de décompression? D'où est-ce qu'ils ont ramené une forge, des tenues de militaires? Comment ils ont pu mettre tout ça dans 2 camions militaires? Je trouve ça vraiment aberrant. Le sas de décompression, il est énorme. Il était déjà là avant ou comment ça se passe? Le matériel pour fondre qui sort de nulle part, mais c'est n'importe quoi. Niveau logistique, la caisse des papels, c'est vraiment facile. Ils se prennent pas la tête. Franchement, pour le coup, tant qu'il y a une machine à fondre, tant qu'il y a un sas de décompression, tout va bien. Pour parler des personnages avant que je fonde totalement, Tamayo, c'était un peu le mec frustré qui avait pas vraiment de développement de personnage. On sait qu'il a une famille, plus ou moins, mais sans plus, vraiment, en tant que personnage, il servait pas à grand chose. C'était juste un archétype de mec frustré, contrairement à l'inspectrice Sierra qui, elle, dominait tout, qui était calme, posée, intelligente, pas du tout stressée. C'est vraiment pour opposer les deux, ils ont pas vraiment de personnalité. L'autre elle est enceinte, tu sais pas qui est son mari. Sinon ils sont pas très intéressants en tant que personnage et c'est dommage, ça aurait pu être intéressant de développer l'inspectrice, mais ça n'a pas été le cas. Angel et Pietro ne servent à rien du tout dans cette saison. Pietro il rentre chez lui tellement ça l'a saoulé à la fin. Et Angel, oui j'ai fait italien et non pas espagnol, ne fait rien dans cette saison. Enfin il fait des trucs mais au niveau personnage c'est pas un personnage. C'est un mec qui va chercher Raquel et le professeur mais c'est tout. Après c'est pas une critique en soi que je fais à la série parce qu'on a déjà bien développé ces personnages là dans la première et deuxième saison, mais je dis juste que c'est pas vraiment des personnages, c'est tout. Ça aurait pu être n'importe quel autre mec lambda, ça aurait fonctionné aussi. Marseille, sa seule utilité était d'être un coursier Uber Eats et d'être pour la cause animale, donc le seul mec qui a un nom de ville française ne sert à rien. Ils auraient dû mettre Jules, franchement ils auraient dû mettre Jules, il aurait été plus utile. Au moins il aurait balancé des sons, ça aurait peut-être énervé la police, qui sait. Dommage parce que mis à part son trait de personnalité sur les animaux, il a rien, et c'est con. Peut-être dans la saison 4, pourquoi pas, ça serait bien de l'aborder un peu plus. Arturito on en a parlé, c'est une grosse merde sexiste qui sert à rien du tout et qui est un gros lâche, et vraiment ça ne sert à rien le fait qu'ils l'ont remis dans la Banque d'Espagne. Il est juste là pour être là et pour permettre à Denver de l'appeler Arturito, en mode vraiment, c'était stylé j'avoue. Mais sinon il sert à rien quoi, clairement il sert à rien du tout. Franchement si Arturito il meurt un jour, je ne sentirais rien, ni de la peine, ni du bonheur, rien, je serais neutre en mode ouais il est mort, je m'en fous. Ça m'en toucherait une sans bouger l'autre, vraiment. Helsinki, j'ai bien aimé son développement de personnage parce qu'il y en avait pas vraiment beaucoup dans les 2 premières saisons et là on apprend qu'il est homosexuel. Et c'est cool parce qu'il fait vraiment grand nounours quand il couche avec Palerme ou Martine comme vous voulez, il a envie de rester
rester avec lui, il a envie de faire des câlins et c'est plutôt mignon. Et il fait vraiment gros ours tout mignon parce qu'il s'est tatoué un ours sur le bide. Par contre, faut m'expliquer d'où ça sort l'histoire d'amour entre lui et Nairobi. D'où Nairobi est amoureuse de Helsinki, j'ai pas compris du tout. Ça m'a vraiment étonné et je sais pas d'où ça sort en fait. D'un coup elle est amoureuse, il y avait une belle scène très poétique entre Palerme et Nairobi, mais juste tu sais pas d'où ça sort son amour pour Helsinki et c'est dommage parce qu'ils auraient fait un beau couple. Dommage que Helsinki est gay, mais ça aurait fait un truc assez cool et c'est bien de voir Nairobi qui est vraiment pour vraiment ce côté féministe en force, vraiment en force pour le coup, tomber amoureuse d'un mec homosexuel. Je trouve que c'est un bon choix de scénario. Par contre, c'est vraiment mal amené et c'est dommage. J'ai beaucoup aimé Bogota parce que lui était un mec qui avait genre 7 enfants, il avait un peu de backstory, il avait un truc à raconter, tu t'attachais à ce personnage parce que c'est un mec zéro bullshit, il fait le taf, il ferme sa gueule, il fait bien le travail, aucun problème quoi. En plus de ça, il est vraiment concentré, il aide tout le monde, il a du cœur, tu vois, c'est un bon personnage Bogota. On n'a pas appris beaucoup sur lui, mais je trouve que c'était suffisant pour vraiment l'apprécier, pour voir que c'est un mec vraiment honnête. Après, le fait qu'il veuille coucher avec Nairobi, c'est quelque chose, mais j'ai l'impression que tout le monde veut coucher avec tout le monde. On dirait une colo de vacances pour gamin de 16 ans quoi, c'est abusé. Et pour parler de Nairobi, j'ai grave le seum qu'elle soit morte déjà. On pense qu'elle est morte, je crois que c'est confirmé qu'à la fin elle est morte. Il y avait toute cette intrigue avec son fils qui était vraiment bien amené, son amour pour Helsinki était cool, elle avait de la personnalité, son côté féministe était bien mis en avant et c'était vraiment bien trouvé je trouve. Ça m'a fait penser à la fameuse scène où c'est le début du matriarcat. J'adore ce personnage, elle est folle, elle va pas bien dans sa tête, elle a un vrai problème et son passé de dealer l'a rattrapé et utilisé son fils comme mule, c'est assez horrible. Donc je trouve qu'ils ont donné une vraie profondeur à ce personnage, des vraies motivations, elle a une vraie complexité et le fait qu'elle soit morte, si c'est vraiment confirmé à 100% qu'elle est morte, c'est vraiment triste. Je sais pas s'ils vont oser la tuer à 100% parce que là on sait toujours pas en fait avec ce genre de série, mais si c'est le cas, c'était un beau personnage et c'est une belle mort et j'avais un peu le seum pour elle, franchement j'avais le seum. Elle m'a vendu du rêve durant 3 saisons et j'ai kiffé son personnage. C'est Denver qui a vachement grandi, il a beaucoup moins rigolé que dans les 2 premières saisons, j'adorais son rire, tout le monde adorait son rire, il y a des compilations de son rire sur internet, mais il a vraiment grandi, maintenant il a un enfant, il a une femme, il se comporte comme un mec vraiment sérieux, il est vraiment organisé, il a vraiment beaucoup changé et j'ai adoré le voir parce qu'il a même une sorte d'alchimie avec le mec qui est en stage d'informatique, le gros loser qui traite même de loser et ensuite il le motive à aller pécho la meuf et tout, il a eu du cœur Denver et je l'ai beaucoup aimé et tu vois à quel point il voulait coucher avec Tokyo dans la scène de l'ascenseur mais il se retient et ça c'est une grande force parce que le Denver de la saison 1 il aurait couché avec Tokyo, il aurait embrassé Tokyo dans cet ascenseur donc j'ai beaucoup aimé son évolution et j'étais sûr qu'il allait mourir dans cette saison parce qu'il y avait plein de moments avec lui et Stockholm et c'était trop mignon tu vois, il y a un moment où il chante, où il danse, où il rigole, c'était vraiment, je pensais qu'il allait crever et qu'il soit encore en vie, je le kiffe parce que c'est un gros baiser dans sa tête, c'est un des personnages préférés aussi. Denver a beaucoup grandi et ça c'est cool. Et toute son histoire d'amour avec Stockholm était plutôt cool parce qu'il voulait pas la faire rentrer dans ce monde-là du braquage, le monde du vol, le monde du crime de manière générale, il voulait la garder à l'écart de tout ça et c'est Stockholm qui veut y participer parce qu'il a vraiment changé grâce à Denver, grâce ou à cause, on sait pas trop, et l'enfant est vraiment important. Bon on le voit pas assez je trouve, je sais pas trop où il a disparu durant toutes ces scènes là, mais au moins Stockholm a de l'importance pour Denver et même si Stockholm en soi a pas eu assez d'éléments de personnage, elle en a un peu quand Arturito revient, mais c'est la seule scène où vraiment elle a de l'évolution, sinon c'est un peu dommage. L'engueulade entre les deux était très cool par contre. Ça montrait à quel point ça pesait sur Denver d'introduire Stockholm à ce monde du crime. C'est comme d'habitude Tokyo que j'aime et je déteste à la fois parce que j'aime beaucoup son personnage, elle a vraiment une joie de vivre, elle est haute en couleurs, elle aime bien s'amuser, elle rigole bien, elle est très bien avec Rio. Par contre, d'un coup quand Rio se fait kidnapper, ils veulent aller le récupérer, ce qui est logique parce qu'elle l'aime, mais meuf, fallait pas se barrer peut-être, je sais pas, fallait peut-être motiver Rio à partir avec toi, elle essaye un peu mais pas assez, et elle se barre, elle fait sa vie, et puis elle appelle même pas, et puis c'est à cause de elle, elle sent coupable, tout le braquage c'est vraiment à cause d'elle parce qu'elle a pas répondu, à cause de Rio parce qu'il avait les mauvais téléphones, à cause du fait qu'elle est partie de manière générale. C'est dommage au fait que Tokyo soit comme ça et quand elle est complètement torchée, bah, elle est exécrable, elle parle mal à Nairobi qui va sûrement regretter plus tard. Au fait Tokyo c'est la meuf bourrée qui fait des conneries sauf qu'elle est sobre. Et quand elle est bourrée, elle fait encore plus de conneries quoi, franchement c'est abusé. Par contre j'avoue que Rio il a grave déconné aussi parce que le mec a été torturé, il a beaucoup souffert et il quitte Tokyo dès qu'il rentre dans la banque. Alors je peux comprendre que quand t'es torturé t'as envie de te débarrasser de toute souffrance et pour lui le fait d'être avec Tokyo le faisait souffrir, mais comme dit Denver, gros, t'aurais dû attendre, qu'est-ce que tu racontes? Mais bon, Rio, ça a toujours été le mec un peu naïf et j'ai beaucoup aimé son évolution aussi. Le fait qu'il soit torturé, qu'il ait souffert et que ça devienne un vrai martyr pour la société au final. Et ça va être le cas, ça sera un martyr et ça qui va être bien. Mais bon, le coup du martyr, il est un peu parti à la poubelle vu la fin de la saison quand même. Parlons un peu de Berlin ou de Berlin comme vous voulez. Est-ce qu'il sert à grand chose?
Bah pas vraiment, au fait. Il sert bien à mettre en avant le plan de la Banque d'Espagne, le fait qu'ils avaient deux plans à la base, un pour la monnaie, un pour la banque. J'aime bien cette idée d'avoir choisi Berlin pour faire justement les flashbacks, parce que du coup ils avaient que deux plans, et vu qu'ils avaient que deux plans, t'étais sûr qu'à la fin de la saison 3, il y aura plus de braquage. À la 4ème saison, ce sera autre chose complètement différent. On va voir dans quelle direction ça va aller exactement, mais en théorie, les braquages, c'est terminé. Dès qu'ils sortent de la Banque de l'Espagne, c'est fini. Mais de manière générale, Berlin, ça aurait pas grand chose, il était juste en mode philosophique en Italie, et c'était cool de le voir, mais il n'a pas trop d'utilité. Sa relation avec Tatiana, je crois, sa copine, ne sert juste qu'à refléter la relation qu'a le professeur et Raquel, parce que le Raquel et les professeurs, ils ont la même relation que Tatiana et Berlin, et il sert plus de miroir qu'autre chose. Mais sinon, en tant que personnage, il sert pas grand chose, même si c'est un peu triste de le voir vraiment vivre ses derniers instants. Au final, son utilité est très moindre. Il sert par contre pour Martin ou Palerme, qui est clairement amoureux de Berlin, il a toujours été, mais Berlin, il est hétéro, déjà, ça bloque, et Palerme est homosexuel, et du coup, c'était encore une fois un amour impossible. Et il y a beaucoup d'amour dans cette série, beaucoup d'amour impossible. Je vous ai dit, c'est des ados en colo de 16 ans, c'est abusé. Il y a tous ces amours impossibles avec encore Palerme qui est en deuil de Berlin, qui a du mal à vivre avec ça et tout, donc j'ai beaucoup aimé l'évolution de Palerme, je trouve que c'est un très bon personnage, c'était un vrai bon ajout dans cette série, que ce soit les flashbacks et dans le présent. Après, on sait très bien qu'ils lui ont donné un œil de pirate pour faire stylé et puis c'est tout, mais c'est vrai que ça marche. Parlons maintenant du professeur, le professeur que j'aime beaucoup dans cette série, sûrement mon personnage préféré, parce qu'en fait, le mec, tu vois qu'il a du retard émotionnellement, tu vois qu'il a pas vraiment eu de passion dans sa vie, mis à part les braquages, tu vois que c'est un joueur d'échecs, comme il dit, et il joue tout seul. Sauf que maintenant, il y a Raquel dans l'équation et il doit vivre avec Raquel. Mais j'aime beaucoup son autorité quand tout le monde s'engueule à 3 h du matin, il tape dans ses mains et tout le monde ferme sa gueule. Il est très autoritaire, il est intelligent, il réfléchit bien. Il est mine de rien charismatique, il s'impose comme il faut, mais c'est Raquel qui lui a causé problème. C'est Raquel qui lui a causé sa perte au final. Il était déconcentré à cause d'elle, il a couru aller la chercher à cause d'elle. Ses émotions ont pris le dessus parce qu'il n'a jamais été amoureux. Il le dit lui-même, il est vieux mais il n'a jamais vécu ça avant. Et c'est vrai que ça lui a posé problème et c'est à cause de cette relation-là, comme il le dit lui-même depuis le début. Il ne faut jamais s'attacher pour réussir un coup et un braquage et c'est lui qui échoue fatalement. En plus de ça, il se sent coupable parce qu'il n'a pas eu le temps d'établir un plan convenable. Bref, le professeur, il a une vraie évolution dans cette série, sûrement la plus intéressante de cette saison-là, et j'ai juste adoré, au final, son évolution, son arc avec Raquel, la manière dont ils ont évolué tous les deux, la scène de cul qu'ils ont eu ensemble était géniale. Ils ont eu une belle scène, et le fait que le professeur tombe dans le panneau à la fin, ça montre bien que ses émotions ont pris le dessus, et ça montre bien qu'il a fait une grosse connerie. Parlons un peu de la suite de la Casa de Papel. Où est-ce que ça va aller après l'ordre qu'a donné donc le professeur? Ils ont attaqué un char. Je pense que le char était piloté par quelqu'un, je sais pas si c'était une machine ou vraiment des vraies personnes à l'intérieur. Si c'était des vraies personnes à l'intérieur, c'est clairement la guerre qui a été déclarée, une guerre civile, et ils vont faire vraiment la résistance en Espagne. Donc ça va aller dans un autre délire, mais complètement différent. Ça sera une thématique de la résistance, de la guerre civile, de la révolution en Espagne. C'est assez intéressant de parler de révolution moderne, de série qui va tacler un truc de cette envergure-là, surtout venant de Netflix, tu vois, une entreprise privée énormissime qui parle de révolution, qui parle ce genre de trucs, je trouve ça très drôle. Mais je pense que la saison 4 va être très réussie, et c'est clairement une fin de bâtard, genre tu finis la saison en un jour, et tu dois attendre 1 an pour la suite, c'est relou. Mais donc ils vont complètement laisser tomber le côté braquage, j'espère, enfin il faut qu'ils sortent de l'hôtel de la monnaie, mais dès que c'est fait, c'est la guerre civile, et tu vois qu'il y a le peuple derrière, tu vois qu'ils sont idolâtrés d'une certaine manière, tu vois qu'ils peuvent jouer les martyrs, et ça va être très intéressant. Donc ça va aller full révolution, et il faut qu'ils assument à fond, quitte à mettre plus d'argent dans la série pour faire un truc à plus grande échelle avec plus de personnes, mais moi une série sur les révolutions modernes espagnoles, ça serait très très cool. Et en plus de ça, quand c'est une révolution espagnole, c'est aussi une révolution en Europe et un peu partout quoi. D'ailleurs, il y a plein d'extraits du masque de Dali fait à plein d'endroits différents, comme en France par exemple. Donc c'est très intéressant ce qu'ils ont fait là, et j'ai très hâte de voir la suite. Vidéo ultra longue pour parler de la Casa de Papel saison 3, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, bah merci beaucoup et on se voit dans 2 mois. Et si vous voulez suivre mes aventures, suivez-moi sur Twitter, mais plus particulièrement sur Instagram. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description, dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et pour mes vacances. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.